Ces hommes au milieu du bush sont les scientifiques de la mission Human Origins in Namibia. Elle a pour objectif d'inscrire la Namibie parmi les berceaux de l'humanité. Pour cela, ils doivent trouver des fossiles datant de l'origine de la lignée humaine. Leur hypothèse est que ce sont dans de très vieilles grottes que l'on a le plus de chances de les trouver. Aussi adoptent-ils une démarche innovante et surprenante, rechercher des grottes, aujourd'hui invisibles car entièrement rebouchées avec le temps. Le seul indice qui peut indiquer leur présence, ce sont en surface des blocs d'une roche bien spécifique, la calcite. Nous, ce qu'on cherche, c'est à marcher sur les calcaires pour voir vraiment ce que la montagne a dans le ventre. On a les grottes et puis on a ces sables rouges qui sont venus colmater au fur et à mesure les trous éventuels qui ont pu piéger. Nous devons trouver la bonne grotte, ouverte au bon moment et qui contient le bon type de fossile. On ne trouvera pas forcément les premières industries, mais on va trouver les industries lithiques et les vestiges des populations qui ont vécu ici depuis les origines de l'humanité. Mais notre objectif, ce n'est pas de faire de la spéléologie en Namibie, c'est véritablement de découvrir des brèches qui contiennent des ossements et dans ces ossements, d'essayer d'y découvrir un nouveau petit morceau du berceau de l'humanité. L'enquête commence ici, à Sterkfontein. Cette colline, au nord de Johannesburg en Afrique du Sud, a été décapitée lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle. Les mineurs ont exploité à grands coups de dynamite les concrétions abritées dans les grottes et qui intervenaient dans le traitement du précieux métal. Aujourd'hui, le territoire des mineurs est devenu celui des paléoanthropologues, car ces grottes renfermaient d'autres richesses. Nous sommes ici aux grottes de Sterkfontein. C'est le site le plus riche en australopithèques fossiles au monde. Lorsque le professeur Clark a commencé de travailler ici, il a creusé et recherché dans les matériaux les plus anciens où des mineurs avaient fait sauter énormément de carbonate de calcium et abandonné de grands tas de fossiles sur le sol. Dans ces tas, le professeur Clark a reconnu des morceaux d'os de deux parties différentes du même animal. C'était incroyable. Il en a donc déduit que ce qui se trouvait là-bas était en fait peut-être un squelette complet. Et Littlefoot, le squelette complet a été découvert en 1997. C'est l'australopithèque le plus complet au monde. La découverte de Littlefoot était très intéressante, car il avait 3,67 millions d'années, aussi ancien que Lucie et les Australopithecus afarensis d'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud a donc joué un rôle crucial dans la paléoanthropologie. Il existe d'autres régions d'Afrique subsaharienne qui pourraient être aussi intéressantes que celles d'Afrique de l'Est. Ce pourrait être dans de nombreux endroits, comme le nord et le nord-est de la Namibie où se trouvent les Aa Hills. Les Aa Hills sont un groupe d'une soixantaine de petites collines aux marges du désert du Kalahari, à cheval sur la Namibie et le Botswana. Elles sont la destination de Laurent Bruxelles, de l'Institut national de recherche archéologique préventive et de l'IFAS et de son équipe. Là, on va donc dans la région de Tsumkwe, donc on vient de quitter Windhoek. Et au lieu de prendre l'itinéraire par les grandes routes qui est un peu plus long, on va passer directement par Gam, ce qui fait qu'on est sur des grandes pistes là, en bordure du Kalahari. Depuis plusieurs années, on travaille avec Dominique Stratford et d'autres équipes sud-africaines dans la zone que l'UNESCO a baptisée en 1999 le berceau de l'humanité. Alors cette mission est née de l'idée, parce que nous on est spéléo et puis on est aussi des cartologues, des spécialistes des grottes. Jusqu'à présent on trouvait des fossiles et on étudiait le contexte géologique autour. Eh bien nous on essaie d'identifier d'autres pièges et d'aller chercher les fossiles dedans.
Et donc on a choisi la Namibie parce qu'il y a des grottes et en plus parce qu'on sait par d'autres recherches qui ont été faites notamment au Botswana qu'il y a des fossiles anciens dans ces grottes. Identifier les pièges, c'est repérer dans le paysage des conditions géologiques identiques à celles de Sterkfontein, c'est-à-dire un terrain calcaire formé de petites collines avec des cavités aujourd'hui refermées mais qui étaient autrefois ouvertes. Et qui plus est, qu'elles ne soient parcourues par aucun réseau d'eau souterrain. Le défi est immense. Arriver aux Aha Hills n'est pas non plus une sinécure. Le voyage se termine à la nuit, dans une région isolée, la terre des derniers bushmen et des éléphants. Ici, seul le GPS peut vous guider. Je ne sais pas. On peut arriver de là. On peut arriver de là. Oh, sorry. Celle-là part au nord. Here. Plus haut, au nord. Les éléphants derrière. Ouais, on les entend. On entend les éléphants. Hein. On a le choix. Soit on campe par ici et on arrête de se perdre, soit on continue. Ils sont pas très loin. Et nous sommes là. Si on veut rejoindre la route, elle est à 24 km. On est dans leur passage. Straight. Finalement, le plus sage est de monter le camp. Demain, il fera jour. Les éléphants aussi, le fait. Attendez. Eh ben, allez, à cette première nuit. Hein. Chin, santé. Cheers. On a bien mérité quand même. Ouais. Ça me rappelle le Ah oui, ça va faire une paire. Première journée, avec le lot de surprises qu'offre parfois le désert. Wow, sur mon sac. Pas le scorpion. L'objectif aujourd'hui est de valider sur le terrain le potentiel des Aha Hills. L'équipe se dirige vers la grotte de Drotsky, un site classé au patrimoine de l'humanité. Elle se trouve dans les Aha Hills, mais de l'autre côté de la frontière, au Botswana. Comprendre comment cette cavité s'est formée et a évolué, observer ce qu'elle renferme, est à l'ordre du jour. Les grottes se forment très profondément au sein du calcaire, dans un endroit où l'eau circule. Cette eau, elle a creusé des vides, des véritables tuyaux. Et puis ensuite, peu à peu, la nappe phréatique s'est abaissée. Donc ces grottes qui étaient sous l'eau se retrouvent au-dessus de l'eau. Donc déjà, elles ont de l'air à l'intérieur. Et au fur et à mesure aussi que les vallées se creusent, ça va peu à peu amincir la voûte de calcaire jusqu'au jour où il va s'effondrer. Et c'est parce que cette partie s'est effondrée que l'entrée s'est ouverte et que la faune, les végétaux, mais aussi tous les restes osseux ont pu peu à peu être piégés dans l'intérieur de la cavité. C'est exactement comme chez nous en Afrique du Sud depuis des millions d'années. À Sterkfontein, on a sans doute un cumul depuis 3,5 ou 4 millions d'années de toutes ces couches où les eaux ont été apportées dans la grotte par de l'eau ou des animaux. Et les grottes sont des pièges naturels exceptionnels. Absolument. Tout le long de l'histoire géologique. Comme des pièges du temps, oui. Wonderful. Waouh, c'est très grand. On a de la chance. C'est beau. Et là, tu peux remarquer que le plafond a des morphologies arrondies. Oui. Cette grotte pour nous, la grotte de Drotsky, ici, est notre modèle parce que quand on attaque une nouvelle région, il faut qu'on la comprenne, il faut se mettre les paysages dans l'œil, il faut savoir les conditions d'ouverture des grottes, leur taille, leur histoire. Et bien là, cette grotte, donc on vient la voir, on se met les indices en tête pour ensuite aller en Namibie, l'appliquer sur le terrain et chercher. Ouais. Ah, j'arrive.
que tu en penses? On a du mal. Soit c'est un petit tube rempli de calcite, un tout petit port rempli de calcite. Et ça me faisait penser une forme de mandibule, tu vois, de rongeur ou un truc comme ça. Mais c'est pas évident. Et mes vieux yeux me trahissent. Donc oui, ça peut ressembler effectivement à de la mandibule dont voilà, on a maintenant l'os. Une partie de l'os, la partie centrale est creuse et qui est recoupée par la brèche qui a été prise là-dedans. Ça y ressemble quand même fortement. Ça ressemble fortement à une mandibule de rongeur. Ouais. Ça suit la voûte. Là? Ouais, il y a une Ah oui. contrainte. Oui. Alors ce qu'on fait, on va aller voir encore plus profond dans la grotte. On va descendre au fur et à mesure en suivant le talus qui venait de la surface, tu vois. Là on arrive un peu en pointillé. Ça sent bon, ça pique un peu les yeux, hein. Les images sont incrustées dans la mémoire. Reste à trouver la même morphologie en Namibie. Il y a beaucoup de choses. Tu as vu, les blocs qui deviennent de plus en plus gros vers le bas. Toute la dynamique du talus. Sauf quand c'est arrêté par des compressions. Ça, c'est ce que monsieur a expliqué à la fin du chemin. Observer, comparer, pour savoir où chercher des fossiles, c'est la répétition générale de la mission après les longs mois de préparation qu'elle a nécessité. Mais quels fossiles? Qui sont ces ancêtres mal connus dans notre lignée? Au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, Francis Duranton nous fait remonter le temps à la quête de notre histoire. C'est dans le dédale des salles et des réserves que se trouvent les réponses. Les individus qu'on recherche, en fait, ils font partie du groupe des primates, comme nous. Nous sommes tous des primates. Alors, ce groupe des primates, si vous voulez, on a un grand ensemble, aux alentours d'une vingtaine de millions d'années, disons entre 10 et 20 millions d'années, un ensemble assez diversifié et sur tous les continents. On a en Asie le Civapithèque, qui est présent ici. On a donc le proconsul, qui est africain, et on a aussi l'Uranopithèque, qui, lui, est européen. Donc, on voit qu'il y a des primates un petit peu partout sur tous les continents, mais c'est en Afrique que la radiation va finalement se faire et va conduire à une évolution particulière qui va donner naissance, dans un premier temps, aux australopithèques, puis aux différentes formes de primates, dont le genre Homo. Les australopithèques, ou du moins leur moulage, sont sur les étagères des réserves. C'est comme une grande bibliothèque, mais où les livres sont des ossements de résine. Aujourd'hui, en effet, chaque pays conserve les fossiles qui sont découverts sur son sol. À partir de ce grand groupe de primates, vont se séparer différents ensembles. Le premier ensemble, le plus ancien, celui qui est à l'origine de tout, c'est le groupe des australopithèques. Australopithèques qui sont représentés ici par Miss Place, qui a été découverte en Afrique du Sud, dans la grotte de Sterkfontein, et qui appartient donc à l'espèce Australopithecus africanus. Les australopithèques, c'est aussi le groupe dans lequel on retrouve par exemple Lucie. Alors ce que nous faisons dans le travail que nous menons en Namibie, c'est justement d'essayer de caractériser cette phase qui est aux alentours de 2,5 millions d'années, peut-être un peu plus ancien aussi, en tout cas trouver le passage depuis les australopithèques, c'est-à-dire depuis Miss Place qui est ici, vers le genre Homo auquel nous appartenons, puisque nous-mêmes, nous sommes l'espèce Homo sapiens. Francis complète la visite de Drotsky par un tour des abords immédiats de la grotte. Il va, tout en marchant, s'intéresser à un caillou différent des autres, pour lui. C'est bon. Il y a ici un petit morceau d'os. Et donc c'est exactement ça qu'on cherche. Là en fait, il faut imaginer qu'autrefois il y avait une grande grotte et tous ces petits cailloux, tout ça, ça s'est recimenté avec les eaux et ça forme ce qu'on appelle une brèche. C'est donc ça que l'on recherche et c'est dans ces niveaux-là que l'on espère éventuellement trouver un autre morceau de l'humanité. Donc là en fait ce que je vais faire maintenant c'est pointer ce point parce que l'objectif aussi c'est d'arriver à carter toute la région de façon à pouvoir progressivement savoir tout ce que l'on a pu observer et reconstituer avec tout un travail qui va être mené avec les modèles numériques de terrain et puis tout le travail des géomorphologues pour pouvoir interpréter tout ça dans son ensemble. Mais bon, il faut imaginer que seulement un os pour 1000, c'est un reste potentiel d'hominidés. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à mener.
Dans les profondeurs du Muséum de Toulouse se trouve l'antre des chercheurs, le laboratoire. C'est ici que sont traités et analysés les fossiles. N'ayant pu prélever d'échantillons au Botswana, c'est avec des pièces de la collection du muséum que Francis décrypte ce que des fossiles d'animaux nous racontent. À Drotsky, c'était une vertèbre. Alors une vertèbre, c'est peut-être un peu ambitieux, j'en ai une là, une vertèbre complète. On voit bien qu'il y a le corps vertébral, le trou par lequel passe la moelle épinière, et puis ensuite une apophyse. Et ce qu'on a retrouvé sur le terrain, en fait, c'est cette partie-là. Un morceau de cette partie-là, probablement à la base ici, qui est abîmé, qui est érodé, mais dont on distingue très très bien la forme ici, qui correspond tout à fait à ce qu'on a observé sur le terrain. Si on arrive à dégager ce morceau de vertèbre qui est sur le terrain, d'abord on pourra peut-être trouver l'intégralité de la vertèbre, à partir de là, identifier à quel animal elle appartient, et une fois qu'on aura fait cela, eh bien par la nature de l'animal, on pourra avoir une idée de l'environnement dans lequel il évoluait, et bien sûr, on pourra aussi voir à quelle période elle correspond. La faune identifiée, c'est tout l'environnement du lieu qui se précise. On va pouvoir, par l'analyse de la composition de la faune, c'est-à-dire les proportions entre différents groupes, là, voir quelle est, par exemple, l'espèce la plus représentée. Est-ce que c'est une espèce qui est plutôt dans des environnements humides, dans des environnements secs, dans des milieux très ouverts, comme des savanes, des milieux très fermés, comme les forêts. Bref, par cette étude et en croisant l'ensemble des données, on va préciser finalement les conditions environnementales d'une époque, d'un lieu, d'une période donnée, qui est celle à laquelle on va trouver éventuellement les fossiles d'hominidés associés au reste de la faune. À l'autre bout du monde, à Sterkfontein, les mêmes techniques s'appliquent aux mêmes recherches. Un travail de longue haleine. Le site est si riche et exploité depuis si longtemps que des roches contenant des fossiles, extraites il y a 50 ans, attendent toujours de passer sous la fraise des experts. C'est ça qui est dangereux. On est sur la tête d'acide. Non, mais je comprends, il y avait la La prospection systématique des collines débute. Ah oui, on laisse, ouais. Ce qui arrive, hein. Pour les lions, Appréhender le terrain au plus près, c'est comme cela que l'équipe va connaître l'histoire de ces paysages calcaires, l'origine des grottes et des ouvertures potentielles. 91%. Tu vois, donc là on est au coude. Et ça contourne une colline. Ouais, c'est ça. Ouais, et le but là, c'est d'aller jusqu'ici et finalement d'aller faire le tour de cette colline qui est là. Donc pour l'instant on continue. D'accord. On passe la boucle et on continue encore sur la ligne droite. D'accord. Ouais. Et puis là, tu vois, il y a une espèce de chemin de faune là. Je sais pas si un suivant plus haut. Là-haut, ça part un peu là, ça part un peu. Allez, on suit ça. C'est parti. Tu vois, j'ai une espèce de... Je trouve que ça sent bon. Cette belle silice blanche très homogène. Là, c'est de la calcite en filon, là. Ou de la silice, je sais pas. Vertical. Je prends un point GPS, si vous le permettez. Ok, comme ça c'est enregistré. Laurent ? Ouais. Ici, il y a du trou et du matériel lithique, là. Ok, j'arrive. Ah non, c'est bon, là, regarde. Ah oui, ça. Il y a du fouisseur là-dedans. Il y a du fouisseur, puis tu vois, regarde, bon là ça va pas très profond, mais on sent que ça... Dessous ça a creusé, tu vois, pour que ça ait siphonné comme ça, là, ici. Donc il y a du remplissage dedans, on sent qu'il y a du sable au fond.
Tu vérifies, marque là, il y a plein de trucs. Là, tu peux. C'est sûr. Donc, Tu sens que c'est plus frais là. Qui c'est qui rentre dans la grotte? Ça souffle là. Je vais aller voir s'il n'y a pas un Black Mamba. Faire ça pour bloquer la bête, c'est dedans. Tu connaissais le briquet? Non, là j'ai pas d'air là. La grotte n'était pas là, uniquement quelques traces de l'homme. Là, sur le coup, je peux ramasser des choses, je les prends en photo, je prends des notes, et après, à terme, une fois retourné à la maison, on réfléchit à ce que ça peut être, et ça permet de donner un élément sur les datations des couches. L'immensité des Aa Hills, comparée à ce que peuvent parcourir 5 chercheurs se déplaçant à pied, semble totalement disproportionnée. Mais un travail préparatoire important a permis de déterminer les zones remplissant le plus de critères recherchés. Laurent, en amont de la mission, avait rencontré à la maison de la recherche de l'université Jean Jaurès un ingénieur en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale, François Balleux. Ah, bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va. Installe-toi. Oh là, je vois déjà. Très bien. Ah oui, tu m'avais fait passer tes zones, donc je les ai mises à l'écran. Donc ça c'est la frontière Namibie-Botswana, que l'État de l'Okavango. Et donc c'est vraiment la zone qui nous intéresse, parce que c'est une évolution du paysage très lente. Tu vois. Donc la question c'est là-dedans, s'il y a des grottes, c'est là qu'on pourrait trouver des grottes qui ont préservé une histoire ancienne, qui n'ont pas été complètement érodées, etc. Comment nous, sur le terrain, on peut utiliser ça pour aller chercher les grottes, quoi, tu vois. Parce que là on sera perdu au milieu de nulle part. D'accord. Il n'y aura pas de connexion, pas que ce soit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit totalement autonome avec tous les moyens dans la tablette ou sous la main pour aller chercher les grottes. Ok, déjà ce que tu peux prendre, ce sont des images, des photographies aériennes sur ta tablette. Tu vas pouvoir déterminer quelques points d'intérêt que tu vas transformer en points GPS Pour faire des cibles. Pour faire des cibles, Ouais. des zones qui pourraient t'intéresser. Et puis aussi, on pourrait regarder au point de vue du relief, avec des modèles numériques de terrain du style SRTM à 30 ou 90 mètres, s'il y a des zones déjà qui peuvent t'intéresser. D'accord, oui. Et pour mettre tout ça sur un logiciel assez léger que tu pourras emmener sur ta tablette ou sur ton portable. Voilà. Sans besoin d'avoir un accès Internet. En amont, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des zones d'intérêt, des zones potentielles, pour permettre à Laurent de gagner du temps sur le terrain, pour ne pas avoir à aller chercher de colline en colline des zones qui pourraient être immédiatement éliminées parce que ça ne correspond pas aux critères qu'il nous a donnés. Voilà. Mais on n'est pas des magiciens. C'est au pied de la colline du Léopard que la préparation à cette nouvelle journée se tient. Cette colline remplit tous les critères recherchés par Laurent et repérés par François. 2 bonnes raisons d'en faire le tour avec attention et de valider que les outils développés pour la recherche sont pertinents. Afin de remplir toutes les tâches prévues, l'équipe va se scinder. Donc là, la piste de Gam est ici, Tsumkwe Gam. Nous, on a tourné donc à gauche et on a pris cette grande piste en direction de la frontière qui est là. Et là, on vient de faire le petit crochet qui va au Baobab. Une partie du groupe va explorer l'extrême sud des Aa Hills, une zone qui posait question lors du repérage par satellite. Ça vaut le coup de voir ce que c'est ça, par exemple. Aspi venin, t'en as un dans ton sac? Ah voilà. Toi, tu en avais pas? Non, je Parce que là, on a là des bidons. Non, mais c'est bon, j'en ai mis une machette, j'en ai mis une à l'arrière pour moi. Il y a un bâton. Il nous faut un bâton, ça c'est sûr. Tu fais le compte des bâtons? Il y en a au moins un là si tu veux. Oui. J'en ai mis un à l'arrière, il me semble. Pendant ce temps, Grégory Dandurand et Marc Jarry vont se confronter sur le terrain au choix des repérages. Ce qui est caractéristique, c'est qu'on retrouve dans le paysage
ces calcaires que l'on voit qui forment les collines très peu élevées, hein, le sable rouge du Kalahari qui vient embuter et qui colmate les dépressions entre les collines. On a les grottes, la roche suffisamment ancienne pour piéger, et après on a le sable rouge qui est venu colmater et sceller tout ça. Donc on a tous les arguments et tout le potentiel pour trouver des hominidés. Ce qui est intéressant avec cette colline-là précisément, ce qui n'est pas le cas de toutes les collines ici, c'est que celle-là, elle est très particulière parce que le sommet est coiffé par un toit quartzitique, c'est-à-dire une matière première très solide, très dense, qui se taille assez bien. Et donc c'est une matière qui a pu être recherchée par les hommes préhistoriques pour tailler leurs outils. Là, ce que je viens de trouver, là, c'est un éclat en calcaire siliceux, taillé et qui est un début d'outil. C'est l'éclat avant l'outil. L'idéal, ce serait de pouvoir accrocher les outils aux hommes qu'on espère pouvoir trouver. Pour ceux qui sont allés reconnaître le sud des Aa Hills, c'est le retour vers le point de rendez-vous et vers le ravitaillement. Allez-y, buvez. Ouais. Moi ça va, je vais remplir ma petite bouteille. C'était l'occasion cet après-midi d'aller voir des collines qui sont le plus au sud des Aa Hills. Donc dans un endroit où il y a finalement très peu de relief. Mais sur toute cette satellite, on arrivait à avoir des zones un petit peu orangées, assez boisées. Et ça, en général, ça caractérise des endroits où il y a du calcaire affleurant. Donc on est allé le vérifier. Donc il a fallu faire 1,5 km jusqu'à la première colline. On a fait le tour. Effectivement, toute la base est scellée par du sable, mais au-dessus, tout de suite, on a trouvé de l'affleurement de calcaire. Et puis on avait une autre anomalie qui ressemblait beaucoup. Et là, par contre, lorsqu'on est allé voir, c'était un tout petit vallon rempli de sable et qui venait déboucher dans la plaine. Et tout ça, ça nous sert en fait finalement, parce que depuis la photo aérienne, on n'aurait jamais pu vraiment savoir ce que c'était. Maintenant, on sait les identifier. Et en retour, ça veut dire qu'on peut affiner le travail à partir de la photo-interprétation pour mieux nous guider sur le terrain. En fait, on est en plein apprentissage. Plus on en voit, et plus on le corrèle à la photo aérienne, et plus on en comprend, et plus pertinent on sera. Waxu est un point fort dans l'enquête de Laurent. C'est un entonnoir ouvert dans les sables, un piège naturel actif, l'outil indispensable à la présence de fossiles dans une cavité. C'est le but du jour, mais un gouffre nécessite une révision des principes de base de la spéléologie. On est en condition où on peut encore échanger, discuter, se donner des conseils techniques, parce qu'après, lorsqu'on sera dans le puits à la queue leu-leu, ce sera un peu plus complexe. Donc c'est l'occasion de réviser juste avant. C'est bon. Lors de la précédente mission, l'équipe avait approché le site. Mais à moins de 100 mètres du but, ils ont aperçu une troupe de lions qui avait élu domicile là. Aussi aujourd'hui, ils avancent aussi bruyamment que possible. C'est où là? Donc là tu vois, il faut qu'on descende dans la petite plaine et qu'on remonte en face. Voilà, donc effectivement l'arbre qui est en face, les bosquets qui sont là-bas derrière. Là-bas derrière, au fond. C'est là que vous avez vu les lions. Exactement, mais l'autre fois on est arrivé par l'autre côté et c'est là qu'il y avait les lions. Donc on est reparti en faisant un grand tour, cette fois-ci on fait un autre tour par l'autre côté. Ouais. C'est bien parce qu'à chaque fois on les rabat vers la voiture. C'est bien. Allez go. Allez go.
l'entonnoir dans les sables. Ça, c'est la première fois qu'on en voit un comme ça quand même. Génial. T'as vu la taille? Et ça va être très très bon. Génial. Ok. Faut que je vois comment on attache le départ. C'est ça qui va être le plus compliqué. Après. Là, l'objectif, c'est d'aller vérifier ce que contient ce gouffre. Donc là, c'est intéressant parce qu'il s'ouvre dans la couverture sableuse. Et c'est très rare puisque d'habitude, ils sont directement dans les calcaires. Un beau petit nœud en 8. Et nous, on va essayer d'y aller un petit peu plus doucement parce qu'on sait que celui-ci, il y a au moins... il fait 70 mètres de profondeur, hein, donc il y a au moins 50 mètres de vertical ensuite. Donc, voilà. Donc on voit bien le piège naturel et comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici finit un jour ou l'autre dans la cavité, y compris de la faune, qu'elle ait été consommée par d'autres animaux ou qu'elle soit tombée malencontreusement dedans. Voilà. Habituellement, ce sont plutôt des pièges fossiles. Là, c'est un piège qui est encore actif, mais ça va rien parce que nous, ça donne quand même les repères. Donc il ne faut pas s'affranchir d'aller voir quand même ce qui se passe sous terre. Ça se frotte de vous. Hein. Oui, ça va, on était accroché à l'unisson. Ah ouais, c'est une rampe. Doucement, doucement. C'est une rampe. Celle-là, plaquette, mousquif. Bon là-haut, tu vais? Plus doucement. Pendant que vous équipiez tout ça, on a un peu regardé les formes et puis en descendant aussi. Donc au début, je disais, on est au croisement de deux fissures, tu vois, une qui est comme ça, une qui est comme ça, qui est celle-ci. Donc on a un carrefour. Voilà, on a un carrefour et donc évidemment la calcification, elle a exploité ce carrefour. Et alors on retrouve encore, exactement comme dans la grotte de Drotsky, ces formes, là on voit l'ombre de mon doigt ici, bien arrondie. Ouais. Tu vois tout ça. Et Et là, tout ça, ça fait une espèce de chenal qui monte. ouais, ascendant. Voilà. Tu vois là, oui, une galerie en plus. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un schéma qu'il faudra relever en montant. Ok. Là, Laurent, on a combien encore à descendre à ton avis? Je pense qu'il y a une bonne quinzaine de mètres, tu vois. Bon, Ouais. on peut le faire parce qu'on n'a pas mis la corde et qu'il n'y a pas grand-chose dessous, mais Ouais. on va lancer un caillou dans le vide et tu vas voir. Il faut pas parler même une fois qu'il a touché le sol parce que des fois, ça roule encore. Ouais. Attention. Ouais. Donc voilà, donc il est tombé sur un talus de sable. Ouais, Poum. ouais. Toc, Il a toc, roulé. toc, 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 toc. Ok, donc on a un talus là, on a à peu près combien? 20 mètres là? Ouais, 15-20 mètres. 15-20 mètres et après il y a le talus. C'est ça. Vas-y, mollo avec les pieds sur la paroi. Ouais, parce que... Attention. Oh putain! C'est de la terre. J'aurais fait un plus gros attention, ça va traiter de la terre. Voilà. Ouais, je comprends qu'il y avait un gros stock de pierres là. Ouais, passer à gauche. Comment? Il y a un gros stock à droite. Ouais, ouais. Celui-là, ouais. Belle exploration, en tout cas très instructive sur à la fois le mode de formation des cavités. On n'en avait jamais eu une comme ça qui s'ouvrait avec dans le sable. Donc on sait que voilà, il va falloir qu'on cherche des choses comme ça. On va même pouvoir essayer de la reconnaître en photosatellite pour scruter un petit peu tout le tour des collines, voir si on n'a pas d'autres dolines comme ça, d'autres entonnoirs de succion. C'est un phénomène géologique, c'est un phénomène qui est ancien, qui est pas lié au paysage actuel. Donc dès que l'eau qui remontait a pu rencontrer une fracture, elle a exploité. Or ces calcaires sont fracturés dans plein d'autres endroits. Potentiellement, il y a des grottes partout. C'est un piège comparable qui a dû être fatal à Littlefoot il y a 3,67 millions d'années en Afrique du Sud.
En descendant dans la grotte, on peut voir que dans ces cavités s'ouvrent de longs passages étroits. Et ce que l'on trouve au sommet de ces passages, c'est une ouverture. Des animaux, des personnes comme Littlefoot, des singes, des primates et des hominidés pouvaient se déplacer à la surface. Il y avait des arbres autour de ces zones. Si c'est la nuit, que vous ne possédez pas le feu, si vous courez et que vous ne voyez pas le trou sous vos pieds, alors il est très facile de chuter 20 ou 30 mètres plus bas sur les dépôts dans la grotte en contrebas. Et une fois tombé d'aussi haut, vous vous cassez les os et vous mourrez là, et vous ne pouvez plus sortir. Littlefoot a été retrouvé là, dans cette grotte de Silberberg par 25 mètres de profondeur. Après que Littlefoot soit tombé, est descendu la pente et roulé ici, que s'est-il passé pendant les millions d'années suivantes? Il y avait une cavité. Vous voyez ce trou sous cette partie où Littlefoot a été trouvé. Il faut beaucoup de temps, des centaines de milliers d'années, pour remplir depuis la même entrée, puis bloquer cette entrée. Si bien que pratiquement tout dans la grotte de Silberberg est protégé de l'érosion et de l'eau passant par cette même entrée. Et donc cette entrée est fermée car cette partie de la grotte s'est comblée. Si Littlefoot est remarquable et absolument incroyable, c'est parce qu'elle a été préservée, presque exactement telle qu'elle était tombée et avait ensuite glissé sur cette pente. Elle a été protégée des éboulis, des effondrements du plafond. Elle a été protégée de l'eau, s'écoulant dans la grotte, pouvant briser ses os et les déplacer. Elle a aussi été protégée des mineurs qui sont entrés dans la grotte et ont fait exploser toutes les stalagmites et ces calcites. Et nous pouvons voir toutes les explosions qui ont été faites ici. Et la dernière explosion qui n'a arraché que les pieds de Littlefoot et la partie inférieure de ses jambes, son tibia. Et ils se sont arrêtés, c'est absolument remarquable. Une explosion de plus et ils auraient peut-être détruit tout le squelette. Aujourd'hui, ces ossements sont conservés à l'Origin Center de l'université du Witwatersrand. Et Dominique Stratford est un des seuls à pouvoir le toucher. Ici, dans ce tiroir, nous avons quelques pièces provenant de Sterkfontein. Bien sûr, elles appartiennent à Littlefoot. Et actuellement, nous faisons de nombreuses analyses des différents os. La première chose à observer est certainement le crâne. Nous devons l'emballer très soigneusement pour qu'il ne soit pas endommagé après son extraction, alors qu'il a séjourné 3,6 millions d'années dans la grotte. Nous pouvons dire que Littlefoot était une personne assez âgée. On peut voir que les dents sont bien usées, et donc il s'agit d'un individu plutôt mature, et peut-être même âgé. Et nous pouvons voir que c'est probablement un spécimen femelle. Nous avons ici les os de la jambe de Littlefoot. Les jambes sont très importantes. Ce sont certaines des parties les plus intéressantes de Littlefoot, car les os des jambes nous en apprennent beaucoup sur la façon dont Littlefoot se déplaçait. C'est très important pour un spécimen aussi ancien que Littlefoot, car il y a eu de nombreux débats sur la façon dont ces premiers hominides se déplaçaient, qu'ils soient ou non encore dans les arbres, qu'ils soient ou non complètement au sol. Les os des jambes nous en disent beaucoup sur la locomotion de Littlefoot. La main est très importante, car la main peut nous apprendre ce dont ces hominines étaient capables, en termes de déplacement, notamment dans les arbres, en termes de capacité à tenir et transporter des objets, en termes de dextérité. La main de Littlefoot est une main d'hominine la plus complète jamais découverte, et nous pouvons voir que c'est un très beau spécimen. Nous pouvons voir le pouce qui est ici,
Il est gros, plutôt fort, il a une constitution assez robuste. C'est une indication que Littlefoot aurait une poigne solide. Et en le manipulant, nous pouvons faire des analyses et des études incroyables sur ce fossile, ce que nous faisons en ce moment. Avec ces australopithèques, nous sommes à la jonction entre la vie dans les arbres et la vie au sol. Exactement ce que cherche l'équipe de Laurent Bruxelles. Le jour débute par un point sur le programme de la mission. Les 2/3 des collines des Aa Hills ont été explorées. 3 nouvelles élues sont au programme d'aujourd'hui. Ce qui manque à l'enquête, c'est de valider la présence de grottes très anciennes, aujourd'hui naturellement bouchées. Ce qui peut les révéler, ce sont des roches particulières formées dans les grottes, la calcite. Hop. Voilà où on est. Les 3 collines de ce matin, celles qu'on a déjà faites l'autre fois. Du coup, on avance un peu et on ira faire celle-ci ici. On a un jour là, on a un jour là, on a un jour là. Donc on a au moins 3 jours déjà. Qui permettra d'avoir la vue. Parce que là, on a une demi-journée, une demi-journée. Le but maintenant, c'est de s'approcher au pied de la colline, de sortir des sables qui recouvrent les calcaires et de voir l'endroit où finalement le calcaire est en train de plonger sous les sables. Et on prospecte en fait toute la base de la colline, donc on s'étale un peu sur le versant, il ne faut pas trop non plus se séparer pour des raisons de sécurité. C'est pour ça qu'on n'a pas été remonter trop parce que les collisions on réussit tout ce qui se passe. Ça nous permet à la fois de voir ce qu'il y a au sol, donc de trouver du calcaire, des grottes, des choses comme ça, mais aussi de voir tout ce qui descend du versant, donc des cailloux qui auraient roulé. Et par exemple, s'il y a de la brèche au-dessus, on trouvera des témoins un peu plus bas. Au pied de la colline, on monte un petit peu jusqu'à ce qu'on voit les calcaires affleurer, et à partir du moment où les calcaires affleurent, on part à l'horizontale cette fois-ci. Voilà, et donc on va rester plus ou moins au même niveau, sauf lorsqu'on voit des anomalies, auquel cas on monte, on descend, on rayonne. Ouais, c'est bien vert. Et puis tout ça en même temps est enregistré dans la tablette, puisqu'on a ici le GPS. Et donc toute la trace va être enregistrée en détail. Et tout ça sera reporté ensuite sur un fichier central où on aura l'ensemble des secteurs que l'on a vus. Là on est sur la fin de la première, la seconde qui est là. On va taper la 3e et éventuellement monter jusqu'à la 4e si on a le temps. Mais ça mérite un point de toute façon. Ok, vas-y. C'est marrant parce qu'il n'y a aucun indice, rien du tout. Voilà, et là c'est exactement ce qu'on cherche depuis le début. Donc là on a de la calcite, une belle calcite bien laminée, bien blanche, bien cristallisée, typique de ce qui se dépose dans les grottes. Ouais. On met un coup de marteau pour voir On peut mettre un coup de marteau si tu as. À l'intérieur, là. Ouais, bien pour montrer. Je vais me casser un ici, tu vois. Allez, nickel. Belle calcite, bien, bien recristallisée, mais elle est à l'envers en fait. Elle s'est formée comme ça. Ah oui, Toi, superbe. Ah oui, oui. Et ça c'est du mamelon typique aussi des grottes. Et puis on a lamine sombre, lamine claire. Ça c'est bien parce que c'est du paléoclimat. C'est du climat qui est enregistré là-dedans. Après lequel c'est autre chose. On a les mamelons aussi de l'autre côté. Venant, c'est quand même la première fois qu'on a une preuve directe de l'existence de cavités sur ce secteur. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la vieille calcite. Donc on est en train de démanteler une vieille grotte. Ça, c'est la partie chimique. On va chercher maintenant le remplissage détritique, les cailloutis, et la brèche qui doit être associée à ça. La grotte, on l'a trouvée donc maintenant. Oui. C'est le tout premier indice de paléokarst, ici, dans la partie namibienne des Hills. Un paléokarst est un réseau de galeries creusées par l'eau, puis démantelées et entièrement comblées par des sédiments. Et qui dit sédiments, dit potentiel os fossile. Trouver un paléokarst, c'est trouver le coffre-fort dans lequel sont conservés le trésor des paléontologues, des ossements. La mission ON a fait un grand pas en avant. Il y a effectivement des coffres-forts dans les Aa Hills en Namibie, et elle en a trouvé un. Reste à forcer le coffre-fort. Imagine le
piège quand même. Ça, c'est pas ça, quoi. C'est la première désobstruction. Mais pourquoi une calcite dénonce-t-elle une grotte? Une grotte se forme en profondeur, au sein d'un massif calcaire où de l'eau circule. Puis, avec le creusement des vallées, la grotte s'assèche. Avec l'érosion de la surface, la voûte s'amincit et une entrée se forme. De la terre, des cailloutis, des végétaux, mais aussi des restes de faune et d'hommes, s'accumulent à la base de l'entrée. Plus profondément, de la calcite remplit l'espace entre les cailloutis et la voûte. Elle va cimenter et protéger les dépôts en profondeur. La grotte est maintenant en partie colmatée. Mais la poursuite de l'érosion en surface va la décapiter et la calcite se retrouve alors à l'air libre. Puis la terre et les cailloutis qui descendent du versant vont en grande partie masquer la calcite. Quand on a trouvé ça, déjà, c'est qu'on tient le bon bout. En revanche, selon l'orientation de la grotte, en se dirigeant vers le versant, on va pouvoir peut-être rentrer dedans. Donc maintenant, il faut qu'on fasse vraiment le tour et qu'on, finalement, on va chercher la grotte, on va la chasser. Elle est autour, comme vous pensez, il faut qu'on tourne un peu autour hein, parce qu'il y a des morceaux de calcite un peu partout. Ce qu'on peut faire, c'est laisser les sacs ici, tourner un peu en léger. Je prends le point. Ouais. Ouais. Là, ça vaut la peine, vraiment là. On est sûr qu'on est sur un truc. Celui-là, oui. Ça montre bien que le schéma est bon et que les grottes ne s'arrêtent pas à la frontière entre le Botswana et la Namibie. L'entrée de la grotte n'est plus visible. Alors, après la marche, c'est au terrassement que vont se confronter les chercheurs. Demain, retour vers la colline à la calcite. Pour dégager la grotte tant espérée, ils ont débroussaillé, gratté, creusé, puis décapé une grande partie du versant de la colline autour de ce bloc. Et ils l'ont fait ressortir de terre. La grotte est bien là. Donc on a ici la calcite de grotte, donc ce qui est vraiment la partie prenante du paléokarst. Ça s'est formé dans une grotte lorsqu'il y avait encore le plafond. Puis ensuite, l'érosion a décapité la grotte. La calcite a été mise au jour, elle a été dissoute, altérée. Et dans les poches de dissolution sont ensuite venus se piéger des brèches, puis de la calcite qui est venue mouler les vides résiduels. Donc on a là deux formations qui ont un âge très différent. La calcite très ancienne formée dans la grotte et bien longtemps après, une brèche pédologique qui est venue remplir les vides dus à l'altération de ces planchers. La dernière pièce du puzzle que s'étaient fixé de reconstituer les chercheurs est devant eux. Laurent réalise plus de 500 photographies de l'affleurement de calcite et du toit de la grotte. Il en fera une reconstitution en 3 dimensions et pourra ainsi mieux appréhender l'importance de cette découverte. Ce morceau de calcite était attaché à tout un ensemble de stalactites et de stalagmites, recoupés par la surface. Et on est donc là dans le ventre, entre guillemets, d'une grotte. Donc on a réussi à le décaper jusqu'au versant, jusqu'à la partie haute du versant, jusqu'à l'ancien plafond de la grotte. Et on a réussi à découvrir, effectivement, tout autour de cette calcite, il y avait encore d'autres calcites. Donc on est bien dans une grotte. On a même réussi à identifier l'ancien plafond, c'est-à-dire que ce rocher ici constitue l'ancienne voûte de la grotte. Ça, c'est ce qui s'est déposé dedans, les stalactites, les stalagmites. Et en dessous, on devrait trouver les brèches, donc les cailloutis, les ossements, etc., qui sont tombés dans la grotte encore plus anciennement. On a donc là exactement le modèle de paléokarst, c'est-à-dire les sites fossilifères d'Afrique du Sud. C'est dans ce genre de contexte qu'on a trouvé Littlefoot et beaucoup d'autres restes d'hominines anciens. Et on a là exactement l'objet que l'on cherchait. Et si ça a 2 millions d'années par exemple, eh bien on a des chances ici d'avoir un paléokarst qui couvre exactement la chronologie qui nous intéresse. Donc, prochain objectif, aller chercher maintenant la brèche sous la calcite. Ils avaient raison. Tout se trouve réuni ici en Afrique australe pour apporter à l'histoire de l'homme ce que l'Afrique de l'Est lui apporte depuis les années 1950. La mission est pleinement réussie.
Les Aa Hills remplissent toutes les conditions laissant présager de la présence de fossiles, élargissant l'espace du berceau de l'humanité. Nous sommes au commencement d'une longue épopée, la nôtre. Alors pourquoi ne pas se laisser aller à rêver ? Je trouve que c'est très excitant et je pense qu'à force de le parcourir, nous avons commencé à mieux comprendre le paysage où nous sommes et comment il a évolué. Et puis nous arrivons à bien mieux identifier précisément où regarder. Cela signifie que nous sommes proches de découvertes incroyables. Ce qui est bien par rapport à l'Afrique du Sud, c'est que là où on démarre en moins de 12 millions d'années, Même si on trouve des jalons entre moins 12 et moins 5, c'est bingo. c'est tout. On a le nouveau Toumaï qui nous attend. Il n'y a plus qu'à.